Bon, après plusieurs tentatives, plusieurs fois où je me suis dit « Ouais, allez vas-y, je le fais » et d'autres fois où je me suis dit « Ah non, j'ai pas envie, ça me casse les couilles », je me suis enfin décidé à faire cette vidéo. Et pourtant, croyez-moi, j'en reviens de loin. Pas nécessairement à cause du jeu par lui-même, mais parce que j'ai fait une constatation. Et cela va sans doute changer mon œil de geek. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite introduction s'impose. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde connaît Naughty Dog, studio qui a gagné sa popularité notamment grâce au célébrissime Crash Bandicoot sur la PlayStation 1, succès qu'ils ont poursuivi ensuite sur PlayStation 2 avec l'excellente série Jak and Daxter, s'ensuivit des Uncharted sur PlayStation 3, et oui j'ai dit Uncharted et pas Uncharted, et je vous emmerde, et enfin la série qui nous intéresse à l'heure actuelle, The Last of Us. Mais pour que je puisse vous parler de The Last of Us, je suis obligé de parler de son créateur, Neil Druckmann. Neil Druckmann, né le 5 décembre 1978 en Israël, et passionné de bande dessinée et de jeux vidéo grâce à son frère, il rejoint la société Naughty Dog en 2004, travaillant d'abord en tant que stagiaire programmeur pour le 3e épisode de la série Jak and Daxter, ainsi que l'autre épisode jeu de course, à savoir Jak X. Très vite, Neil Druckmann prend du grade, et atteint des postes plutôt alléchants. Étant doué pour le game design, c'est à ce poste qu'il est assigné pour le premier Uncharted. Pour le suivant, il travaille en étroite collaboration avec Amy Hennig, la créatrice des Uncharted, mais surtout beaucoup plus célèbre pour sa série Blood Omen ou Soul River. Courant 2011, les co-présidents de Naughty Dog chargent Neil Druckmann et un de ses amis Bruce Straley de diriger une seconde équipe pour le développement d'un tout nouveau jeu. À la base, ce nouveau jeu aurait dû être le 4e épisode de la série Jak and Daxter, ou tout simplement un reboot de la série Jak and Daxter. Seulement, voilà, selon les dires de Neil Druckmann lui-même, selon les prémices du projet, et au vu de son aspect visuel, l'équipe s'est vite rendu compte que cela était beaucoup trop différent des jeux PS2, et risquait de rebuter beaucoup de fans de la licence. Apparemment, ce reboot ou ce potentiel 4e épisode prendrait une direction artistique beaucoup plus réaliste et abandonnerait le style cartoon. Si vous voulez un exemple, c'est comme passer du premier Beyond Good and Evil au second Beyond Good and Evil. Finalement, l'équipe décide de reprendre tout le projet à zéro. Neil Druckmann va puiser son inspiration dans des documentaires animaliers, notamment en parlant d'une maladie nommée le cordyceps, qu'il décida de lancer une toute nouvelle licence survival horror nommée The Last of Us. Certes, je vais très vite dans mon explication, mais c'est juste histoire de vous remettre un petit peu dans le contexte. Et le 14 juin 2013, tous les possesseurs de la PlayStation 3 ont pu accueillir le premier épisode d'une future longue série. Ce premier épisode nous conte l'histoire de Joel Miller, un père de famille qui a perdu tragiquement sa fille lors du début de l'épidémie du cordyceps, et que l'on retrouve 20 ans plus tard. Le monde est principalement dominé par les infectés, des sortes de monstres, de zombies si vous voulez, mais comme zombies c'est ringard alors on dit infectés, et dont le peu de population qui reste a été mis en quarantaine. Néanmoins, il existe quand même des survivants qui se sont créés leur propre faction et qui sont carrément ennemis. Donc en plus de se taper la menace des infectés, il faut en plus lutter contre la folie humaine. Et justement, parmi ce beau petit monde tout mignon tout gentil, Marlène, la chef des Lucioles, une des factions citées tantôt mais qui eux par contre ont un vrai but positif, leur but étant d'éradiquer l'épidémie en créant un vaccin contre le cordyceps. Et ce vaccin se trouve dans le corps d'une petite fille nommée Ellie. Du coup, Joel a pour mission d'embarquer Ellie et de lui faire un road trip qui va quasiment les faire traverser toute l'Amérique pour trouver le QG principal où se trouvent les Lucioles, pour que les Lucioles puissent enfin créer le vaccin. Pendant tout le périple, Joel finit par s'attacher à cette gamine, tout comme Ellie finit par s'attacher à Joel. Et quelque part, nous aussi, on finit par s'attacher à ces deux-là. Et donc, bien évidemment, lorsque nous arrivons à la fin du jeu, au moment où nous arrivons dans un hôpital où se trouvent tous les Lucioles, donc là pour créer le vaccin, et qu'il est question de tuer Ellie parce que la bactérie pour créer le vaccin se situe dans son cerveau, sous-entendu qu'il va falloir lui ouvrir la boîte crânienne et lui extirper un morceau de son cerveau, donc encore une fois tuer Ellie pour ceux qui ont toujours pas compris, eh bien pour nous, comme pour Joel, c'est un non négatif. Joel décide donc de se rebeller face aux peu de Lucioles qui restent, en tuant quasiment la plupart, assassinant par la même occasion le médecin qui était censé s'occuper d'extraire la bactérie du cerveau d'Ellie,
et fuir avec cette dernière. Pour être parfaitement honnête avec le premier The Last of Us, le jeu est franchement somptueux. Graphiquement pour de la PS3, il est vraiment merveilleux. Le gameplay est vraiment très bon, même si un petit peu répétitif pour certains points et pas toujours intéressant, mais ça fait quand même le café. Une très bonne durée de vie, et surtout que le jeu sait vraiment nous tenir en haleine. Car je vous ai fait un résumé rapide du jeu pour pas trop rentrer dans les détails. Bon, par contre, désolé pour le petit spoil sur la fin, mais vous allez voir que pour ma vidéo, je suis obligé de l'évoquer. Mais pour revenir à notre jeu PlayStation 3, hormis quelques passages scénaristiques un peu faiblards, un peu mauvais, dans l'ensemble, le jeu est vraiment somptueux et je recommande à beaucoup de gens d'y jouer. Et d'ailleurs, le jeu a tellement été somptueux qu'il s'est vendu à une vitesse, pour vous expliquer, et avec sa ressortie en remaster sur PlayStation 4, le jeu a comptabilisé pas moins de 17 millions de ventes. Ce qui est à mon sens vraiment mérité pour ce jeu-là. Neil Druckmann et son équipe ont vraiment réussi à taper vraiment fort avec ce jeu et proposer vraiment une expérience vraiment unique. C'est vraiment un jeu auquel tu n'as vraiment pas envie de le finir. Dans le sens qu'une fois terminé, étant donné que tu connais toute l'histoire, t'as envie presque de tout oublier pour y replonger dedans à nouveau et tout redécouvrir. Après cet immense succès qu'a été le premier The Last of Us, Neil Druckmann explique qu'une suite ne sera envisageable que si, et seulement si, il aurait une bonne histoire à raconter. De par ces mots, on comprend très vite que Neil Druckmann sait ce qu'il a entre les mains et compte ne pas faire n'importe quoi avec. Pendant quelque temps, nous étions dans l'attente d'un The Last of Us 2. Espérons revoir à nouveau Ellie et Joel et reparcourir ce nouveau monde dévasté par l'infection, mais surtout très curieux de savoir ce que Neil Druckmann pourrait nous raconter. Nos prières ont fort heureusement été entendues, puisque le 3 décembre 2016, Naughty Dog annonce officiellement The Last of Us Partie 2. Neil Druckmann a enfin trouvé un scénario suffisamment compétent pour pouvoir faire office de suite au premier, tout en se démarquant de son prédécesseur. Neil Druckmann hype les gens tout de suite avec la première bande-annonce, qui met en avant une Ellie beaucoup plus âgée, et qui serait en quête de vengeance. Là où le premier épisode mettait beaucoup l'accent sur l'amour et l'attachement, celui-ci ça sera le contraire, ça sera la colère, la perte et la vengeance. Les autres bandes annonces qui suivirent nous permettaient d'en savoir un peu plus sur le scénario, et les joueurs ont essayé vraiment de comprendre ce qui va se passer dans ce deuxième épisode, et voici ce qu'on en comprenait. Que Ellie allait rencontrer une fille, qui serait potentiellement sa petite copine, et malheureusement cette dernière se fera capturer, voire tuer. Ellie, folle de rage, décide donc de retrouver les assassins, pour se venger. Et en cours de route, Joel décide de rejoindre Ellie à un moment donné de l'aventure pour l'aider dans sa quête. Et là où on s'attendait tous, c'est que ce que Joel a fait à la fin du premier allait enfin lui éclater à la gueule. Pour un jeu qui se nomme The Last of Us Partie 2, insinuant donc qu'il faut avoir joué au premier pour comprendre le deuxième, ce nouvel épisode allait vraiment envoyer du lourd. Au début annoncé pour février 2020, ensuite décalé à mai 2020 à cause du Covid-19 qui nous est tombé sur la gueule au même moment, pour être encore décalé au mois de juin, pour une sortie le 19 juin 2020. En moins de 3 jours, tous les joueurs ont sauté sur leur exemplaire de The Last of Us Partie 2. Ça a été la folie, et pour preuve, 4 millions d'unités vendues en moins de 3 jours. Aucun jeu vidéo n'avait connu une vente aussi rapide. Et évidemment, les sites de jeux vidéo qui ont pu s'essayer au jeu pour le tester ont tous dit unanimement que c'était une perfection. Pour ma part, je m'étais complètement coupé des réseaux justement pour éviter les spoils, et aussi depuis l'annonce du jeu, j'ai esquivé quasiment toutes les news, pour me garder la surprise totale au moment d'essayer le jeu. Et si je ne vous dis pas de conneries, le 23 juin 2020, j'acheta le jeu. Et je pus enfin l'essayer. Et j'ai la vidéo parfaite pour vous montrer ma réaction. Et merde. Par où commencer ? Petit avertissement d'ailleurs pour les détracteurs de ce genre de critique envers The Last of Us Partie 2. Je n'ai pas foncièrement détesté The Last of Us Partie 2, je l'ai même bien apprécié. Malheureusement, selon moi, il y a pas mal de détails qui me frustrent et me font chier dans ce jeu qui font que j'ai beaucoup trop de mal avec ce jeu pour le qualifier de jeu parfait. Désolé pour la répétition. Très honnêtement, The Last of Us Partie 2 m'a beaucoup déçu. Et de pas grand chose, parce que je me rends compte que le jeu a autant de bons points qu'il a de mauvais points en fait. Et d'ailleurs, pour revenir à la vente du jeu, dès les premiers jours et seulement quelques heures après que le jeu soit sorti, celui-ci subit un review bombing. Pour résumer ce qu'est un review bombing, il s'agit juste en fait d'une succession d'avis négatifs pour plomber la note du jeu.
Et la deuxième semaine de sortie de The Last of Us Partie 2, les ventes auraient chuté de 80%, tant le bouche à oreille a été négatif, et surtout plusieurs joueurs auraient tout simplement revendu leur jeu. Même si ça n'enlève pas au fait que les 4 millions de ventes restent un excellent chiffre, et montre que le jeu s'est extrêmement bien vendu, il faut quand même préciser qu'au moment où j'écris ces lignes, et donc que j'enregistre cette vidéo, donc 2 ans après la sortie du jeu, mis à part les 4 millions de ventes qu'il a fait au tout début, on sait toujours pas combien il a comptabilisé à l'heure actuelle. Est-ce qu'il a fait plus? Est-ce qu'il a fait moins? Est-ce que finalement il a stagné à 4 millions? Là où d'autres jeux sortis plus tard, on sait qu'ils ont dépassé les 6 millions. Alors certes, ça reste un détail, ça ne lui retire pas le succès qu'il a eu, bien évidemment. Et encore une fois, ça se trouve à l'heure actuelle il a fait 20 millions, on ne sait pas. Tout ce que je veux dire, c'est que je trouve ça bizarre que Sony ne révèle pas les chiffres actuels des ventes du jeu. Enfin bon, on va pas s'attarder plus longtemps dessus. Parce que s'il y a bien eu un succès économique, par contre niveau critique, si on met de côté les médias qui l'ont applaudi, en revanche, côté joueur, c'est un peu plus en demi-teinte. Déjà, nous l'avons vu tantôt avec le review bombing, mais si certains clament que ce jeu est une perfection absolue, d'autres clament que c'est le pire jeu que la PS4 n'ait jamais vu. Alors du coup, question, et ce, malgré mon propre avis, est-ce que ce jeu est vraiment la perfection absolue, ou est-ce que c'est vraiment une sombre merde? Eh bien, on va voir ça tout de suite. The Last of Us Partie 2 prend place 4 ans après les événements du premier épisode. On découvre une nouvelle vie dans ce petit village créé par des survivantes qui se trouve à Jackson, dans le Wyoming, fondé par Maria et son mari Tommy qui n'est d'autre que le frère de Joel. Ellie vit une vie plutôt paisible et entretient de bonnes relations avec certaines personnes, dont même la fameuse Dina que nous avons vue dans les bandes annonces. Alors que les deux amies et potentiellement petites copines, vu que Dina fait le premier pas mais Ellie fait 2 pas en arrière, du coup on n'est pas sûr de leur relation, dans le sens où l'alchimie ne prend pas des masses, mais bon bref, sont envoyés en mission de reconnaissance ou repérage pour éliminer d'éventuels infectés. En parallèle de tout ça, Tommy et Joel sont également en mission de repérage. Mais pendant que ce petit monde vague à leurs occupations, un peu plus loin, dans un chalet, un groupe de survivants voyageurs, on ne sait pas trop, est également présent. Et apparemment, ils recherchent quelqu'un. Évidemment, je vous ne fais pas la surprise, la fille de ce groupe de survivants qui se fait appeler Abby, diminutif pour Abigail, est à la recherche de Joel Miller pour lui salement péter la gueule, voire même le buter. D'ailleurs, elle l'a trouvé où ce club de golf? Elle l'a embarqué avec elle tout le long du voyage? Bon, enfin bon. Et là, déjà, première réaction et quelques trucs à dire. Dans l'ordre, on se rend compte que Neil Druckmann s'est un peu foutu de notre gueule. Ah, on savait que Joel allait mourir dans cet épisode-là, c'était la théorie qu'on se disait tous, que Joel allait payer pour ce qu'il a fait à la fin du premier, mais une chose est sûre, c'est qu'on s'attendait pas que ça soit aussitôt. Et même pire, on ne s'attendait pas que cette histoire de vengeance que Ellie nous parle, c'était en fait pour venger Joel, et pas venger sa copine. Vu que Dina, contrairement aux bandes annonces qui laissaient croire qu'elle était morte, dont une qui a été faite spécialement pour nous dire qu'elle était morte, et ben en fait elle est juste vivante. Étant donné que dans certaines bandes annonces, on voyait souvent Ellie chevaucher Seattle toute seule. Un mensonge, bien évidemment, puisqu'à ce moment-là du jeu, Dina nous accompagne. Selon le créateur lui-même, il s'agissait en fait d'un coup monté pour mieux entretenir la hype autour de The Last of Us Partie 2. Ouais, rien que ça. Bah parfois je suis pas mécontent de pas avoir suivi toutes les news du jeu parce que je pense que j'aurais été extrêmement salé. Et pour ceux et celles qui veulent déjà intervenir en disant que oui mais Ben c'est pour entendre le secret, que Joel, faire croire que Joel allait être vivant puis en fait non, justement j'en viens à la fameuse mort de Joel et l'élément déclencheur de toute l'histoire. Et je vais être d'une honnêteté avec vous, je trouve que c'est du génie. Je parle pas de la campagne marketing et tout le foin qu'a fait Neil Druckmann, mais plutôt du jeu lui-même. On a passé tout le premier épisode en compagnie de Joel, on a appris à le connaître, à l'apprécier, aussi bien lui que Ellie. Donc voir sa mort en direct, on se retrouve dans le même état qu'Ellie, à la fois mélangé par la tristesse de la perte et la colère de l'envie de le venger. On arrive à ressentir cette peine jusque dans nos tripes. Et très honnêtement, c'est un excellent moyen de plus plonger le joueur et l'impliquer dans l'histoire. Parce que s'il y avait bien un truc que je voulais dans The Last of Us Partie 2, c'est justement ne pas avoir la sensation de refaire le 1, mais justement faire un vrai nouvel épisode qui a sa propre identité. Et le 2 le fait. Et donc je suis content de me dire que oui, The Last of Us Partie 2, ce n'est pas le 1. Sachant que d'autant plus, apparemment, Joel n'était pas censé mourir, Abby était seulement censé lui couper une main. Sans doute pour le rendre invalide, mais je pense que Druckmann avait trouvé ça beaucoup trop léger pour plus impliquer le joueur dans sa quête, et donc a voulu tuer le personnage pour mettre quelque chose de marquant. Et en vrai de vrai, ça marche. Du coup, à partir de ce point-là, le joueur et Ellie ne font plus qu'un.
Les deux n'ont qu'une envie, c'est de retrouver Abby et ses potes et de les massacrer. C'est ainsi que démarre le périple de Ellie et Dina au cœur de Seattle pour retrouver justement les Wolves, la faction ennemie dont vient Abby et ses potes, et qui ont assassiné Joel. Le but de la quête d'Ellie est non seulement de les retrouver, mais également de comprendre pourquoi Joel a été tué. Et je pense qu'on est unanimement d'accord pour dire que l'arc narratif d'Ellie est à peu près satisfaisant. On est impliqué dans l'histoire, on a envie d'en savoir plus, alors on avance. Alors certes, le scénario n'avance pas très vite, et là je suis d'accord que c'est un peu chiant, surtout quand tu le refais une fois que tu connais l'histoire, et pas nécessairement très fun non plus, mais bon, c'est un jeu de survie, faut pas s'attendre à du Uncharted. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est captivant, justement par cet élément déclencheur qui nous a mis un coup énorme. Et plus Ellie avance dans sa quête, plus on a le sentiment de se rapprocher de notre objectif. Étant donné que Ellie, je rappelle, a un objectif à long terme, se venger de Joel. Gardez bien ça en tête, on va en revenir plus loin. Son arc narratif sera de temps en temps coupé par des flashbacks. Des flashbacks où l'on voit encore Joel vivant et Ellie grandir de son côté, mais également commencer à vraiment se demander ce que Joel a réellement fait à la fin du premier The Last of Us. Et arriva le moment crucial où Joel se sent obligé de dire la vérité à Ellie. Car jusque-là, il lui avait tout simplement menti, en clamant que des enfants comme Ellie, il y en avait tant d'autres et que finalement Ellie ça ne marchait pas et que du coup il rentrait pépère à la maison. Si je devais néanmoins déceler vraiment un truc qui m'agace sur ce flashback, c'est la réaction d'Ellie en fait. Alors qu'on s'entende bien, je comprends parfaitement qu'elle le prenne extrêmement mal du fait que Joel lui ait menti pendant tout ce temps. Mais d'une part, elle n'a jamais vraiment cru à son mensonge. Ok. Et elle y a cru d'après toi? Elle a jamais dit le contraire. D'une autre, les flashbacks montrent qu'Ellie commence complètement à remettre en question son mensonge, donc se doutant que Joel lui cache quelque chose. Il y a un troisième point aussi que j'ai envie d'évoquer, mais ça je le garderai pour plus tard. Quoi qu'il en soit, la réaction d'Ellie est juste, mais à mon sens un peu exagérée, comme si c'était un peu forcé ou grossier. Mais si ces flashbacks veulent bien nous dire quelque chose, c'est qu'en fin de compte, depuis le début, Ellie savait parfaitement pourquoi Joel a été tué, c'était tout simplement pour qu'il paye ce qu'il a fait à l'hôpital de Salt Lake. Et alors que cette dernière, toujours accompagnée de Dina, qu'on a appris qu'elle est enceinte en cours de route, de Jessie, meilleure amie d'Ellie et ex de Dina, ainsi que de Tommy, décide finalement de laisser tomber de retourner à Jackson, avant que les choses ne dégénèrent plus. Mais sauf que... Et là qui va là. Et là ça va pas. La fameuse Abby déboule de nulle part et wow. Abby a réussi à retrouver la trace d'Ellie, après que celle-ci ait massacré ses amis, et compte donc le lui faire payer. Et vous savez ce qui serait marrant à ce moment-là? Comme ça, imaginez. C'est que là, vous êtes à fond dans l'histoire, vous avez la tension qui est au maximum, vous êtes full adrénaline, vous vous dites ça y est, je vais pouvoir lui éclater la gueule à cette pute, et le jeu il vous fait une feinte en vous forçant à refaire ce que vous avez fait avec Ellie, mais ce coup-ci du point de vue de Abby. Non, c'est juste une blague, mais imaginez. Ouais non, imaginez pas en fait parce que c'est vraiment le cas. Et c'est là qu'on va parler des choses qui fâchent. Parce que c'est à partir de ce moment-là du jeu que le bas blesse et a profondément déçu beaucoup de joueurs. Et avant de continuer, il est peut-être bon de rappeler ce qu'est la perception. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu de mal avec ça, du coup je vais prendre le temps de l'expliquer. La perception que l'on a d'un jeu vidéo n'est pas du tout la même que lorsque l'on regarde un film. Même si un film est immersif, on peut complètement rentrer dedans, on ne s'y sent pas impliqué comme dans un jeu vidéo. Tout simplement parce que lorsque nous regardons un film, nos décisions n'ont strictement aucune importance sur le déroulement de l'histoire, à l'inverse du jeu vidéo. Même si il y a une histoire un peu dirigiste, on est d'autant plus à fond dans le jeu grâce à toutes les interactivités que le jeu nous propose. C'est comme si finalement nous prenions la place du personnage principal, et que du coup son aventure deviendrait la nôtre. Et donc pour captiver le joueur, il faut lui donner un objectif à long terme. Comme Mario par exemple, dans lequel son objectif principal est de sauver la princesse Peach, et donc donnant au joueur la motivation et l'objectif de sauver la princesse. Après, il existe également des jeux où dans lequel c'est le joueur lui-même qui va devoir trouver son objectif. Et honnêtement, c'est un peu plus compliqué.
jouer Minecraft par exemple, même s'il y a l'objectif de survivre. Au-delà de ça, si le joueur ne pense pas lui-même à créer une cabane, à créer des champs, à créer des plantations, du stuff et tout le barzwing, s'il ne décide pas de faire tout ça, du coup il partira du principe qu'il n'a pas d'objectif à long terme et risque de se lasser extrêmement vite. D'autant plus qu'avec cette perception, les gens seront beaucoup plus impliqués dans l'histoire, comme j'ai dit plus tôt, et du coup les émotions et les sentiments ressentis sont un peu doublés, car je rappelle c'est comme si nous vivions nous-mêmes cette aventure, comme si c'était nous le personnage principal, et il y a des jeux qui jouent là-dessus d'ailleurs, comme Myst ou la Mer Zone, et c'est cette petite subtilité qui fait la différence avec la perception des films. Je profite de cette petite aparté pour expliquer quelque chose également. Un message que j'ai envie d'adresser à tous les gens qui se contentent seulement d'aller regarder un let's play entier du jeu, qui n'ont jamais joué et qui ne joueront jamais, mais se permettent quand même d'adresser un avis comme s'ils y avaient joué. Vos avis, je ne les prends pas en compte. Parce qu'en plus de la perception et tout, il y a aussi cette notion de découverte. Et donc, regarder un let's play d'un jeu que tu ne connais pas et que du coup tu pourrais potentiellement passer à côté, c'est se gâcher la découverte. Et également l'expérience de jeu. Et comme rappellent souvent certains testeurs du net, pour comprendre certains éléments de jeux vidéo, il faut avoir la manette en main et pas juste se contenter de regarder une vidéo. Cette petite mise en point étant faite, nous allons pouvoir reprendre avec The Last of Us Partie 2. Vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que je vous ai fait cette petite aparté sur la perception et quel rapport ça a avec The Last of Us Partie 2. Eh bien parce que j'ai souvent lu par tous ceux qui défendent corps et âme The Last of Us Partie 2 que les gens n'auraient pas aimé le passage avec Abby et ne comprennent absolument pas pourquoi. Je vais pas vous faire du rentre-dedans, je vais essayer de vous apporter un élément de réponse. Lorsque la mort de Joel intervient, le joueur qui a joué au premier et qui s'est fait chier à l'aimer se retrouve tout comme Ellie complètement bouleversé. À tel point que du coup, pour la suite, Ellie et le joueur ne font plus qu'un. Et étant donné que cette rage, cette colère est un petit peu alimentée tout le long du scénario d'Ellie, et même parfois, disons-le, que les Wolves en rajoutent une couche, Ouais, ce fils de pute a eu ce qu'il méritait. le fait est qu'arrivé à la moitié du jeu, Neil Druckmann prend la décision de séparer Ellie du joueur pour que ce dernier, ou cette dernière, se voie lié avec la personne auquel il a passé presque 15 heures de jeu à la détester. Celle qui est l'origine de tout ce raffut et de la mort d'un personnage qui lui était cher. Dans un arc narratif forcé et grossier, dont le seul but est que le joueur ou la joueuse se mette à apprécier et à s'attacher à Abby, dans le but de se dire que finalement, elle est sympa Abby, elle mérite peut-être pas de mourir. Et très sincèrement, c'est un gros non. Parce que, de la façon comment je vous l'ai raconté, je n'exagère pas, c'est comme ça dans le jeu. En fait, Neil Druckmann a pris un pari risqué. En vrai de vrai, ça aurait pu être méga intéressant de contrôler celle auquel on a mis une étiquette d'antagoniste et comprendre de son point de vue comment se sont passées les choses, mais surtout qu'est-ce qu'elle a retenu de cette vengeance qu'elle a menée à bien. Une idée fort intéressante sur le papier, maintenant il faut vérifier comment elle est exécutée. Déjà, dès le moment où on prend le contrôle d'Abby, mais attention, une jeune Abby, on découvre que cette petite fille n'était d'autre que la fille du fameux médecin que Joel a suriné à Salt Lake. Et que c'est pour ça qu'Abby a tant tenu à tuer Joel Miller. Déjà là on se demande, est-ce que Joel est mort pour payer ce qu'il a fait à la fin du 1 ou juste parce qu'il a suriné un père de famille? Les deux sont sans doute liés, mais vu que le jeu ne l'explique pas vraiment, donc du coup on n'est pas vraiment sûr. Suite à cette perte tragique, Abby s'est laissée envahir par la colère et la haine, et c'est comme ça que bien plus tard, elle rejoint les Wolves, gagnant du galion, en se musclant beaucoup, et en se préparant pour retrouver Joel et venger son père. Alors d'ailleurs, je sais que beaucoup de gens a crié au body shaming en voyant Abby, et si je devais être parfaitement honnête, j'ai rien à dire dessus en fait. Je percute pas qu'il y ait des blaireaux qui sont amusés à se moquer du corps de Abby. Parce que des femmes qui tapent beaucoup plus dans la masculinité que dans la féminité, ça existe. Donc je n'ai strictement rien à dire et pour moi c'est un des bons points accordés à Abby. Enfin bon, poursuivons. Après être rentré de leur excursion à Jackson et d'une petite partie de golf, Abby apprend de la part d'Isaac, qui visiblement était en train de refaire la scène de torture de Casino Royale, qu'Owen, l'ex d'Abby, a disparu, et que Mel, la nouvelle petite copine d'Owen, et future maman, se dit en passant, est très inquiète. Abby a donc pour objectif de retrouver Owen. Seulement voilà, pendant son périple, elle se fait attraper par les Séraphites, une autre faction ennemie dont les Wolves sont en paix temporaire. Mais dans l'ombre, une guerre est en train de se préparer. Elle est sauvée in extremis par deux enfants séraphites, nommés Yara et Lev, dont Abby en est reconnaissante. C'est même pour ça qu'après avoir retrouvé Owen, elle décide de rebrousser chemin pour aller les aider après que Yara a été gravement blessée, comme une sorte de dette, comme si elle leur en devait une.
Maintenant, le nouvel objectif d'Abby est d'emmener Yara auprès de l'infirmière Mel. Celle-ci explique que la blessure de Yara est beaucoup trop grave et qu'il va devoir amputer son bras. Pour ça, nouvel objectif à Abby, c'est de partir à l'hôpital le plus proche, récupérer des outils pour la chirurgie et les ramener à Mel. En parallèle, nous apprenons que Isaac et les Wolves tentent de lancer un assaut contre les Séraphites et d'y déclencher une guerre. Après avoir amputé le bras de Yara et lui avoir sauvé la vie, Abby apprend que Lev est retourné sur l'île des Séraphites pour tenter de convaincre sa mère de fuir l'île et éviter la guerre. Accompagné de Yara, Abby décide de partir sur l'île des Séraphites sauver Lev. Peu après avoir retrouvé ce dernier, Yara meurt criblée de balles par les Wolves. Voilà, sachant que ce passage-là arrive environ 1 ou 2 heures après l'avoir sauvé, ça valait vachement le coup de faire tout ça. Abby et Lev réussissent à s'enfuir de l'île et décident de retourner à la planque de Owen et Mel. Mais en arrivant sur place, coup de théâtre, Owen et Mel sont morts. Abby se retrouve donc complètement dévastée, mais se rend compte que le ravisseur a laissé quelques indices. Et n'étant pas trop conne, réalise très vite qu'il s'agit d'Ellie, la petite protégée de Joel. Ayant finalement réussi à retrouver sa trace, Abby se met maintenant en tête un nouvel objectif, venger Owen et Mel en tuant Ellie. Et avant d'aller plus loin, il y a pas mal de trucs que j'aimerais évoquer dans l'histoire d'Abby. Certes, le scénario comme ça a l'air d'être cool, il se passe des choses et tout, puis le gameplay est vraiment top, puisqu'on est plus proche d'un Uncharted que d'un vrai Survival Horror. Bon, j'exagère, hein, c'est pas vraiment le cas, mais bon, c'est un peu plus punchy qu'avec Ellie, ça c'est sûr. Mais c'est surtout qu'on enchaîne tous ces objectifs à court terme. On va retrouver Owen, on va sauver des enfants, on va aller chercher du matériel médical... Ok, mais Attends, j'ai un truc là, c'est... Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Déjà, le premier gros problème de l'histoire avec Abby, c'est qu'elle n'a aucun objectif. Ou du moins, ce ne sont que des objectifs à court terme. Ellie, son objectif à long terme, elle, c'est venger la mort de Joel. Abby, c'est quoi son objectif à long terme ? On n'en sait rien. Et puis surtout que son histoire, elle est complètement déconnectée et détachée de l'histoire principale. L'arc d'Abby, c'est un peu comme si vous faisiez la quête principale d'un jeu vidéo et vous vous arrêtez pour faire la quête secondaire. Elle vit son histoire parmi la grande, mais n'est pas liée à elle. Je veux dire, est-ce que vous voyez quelque part un moment donné dans le jeu où on la remet complètement en question sur ce qu'elle a fait à Joel au début du jeu ? Est-ce qu'on lui demande si ça a servi à quelque chose ? Non, rien de tout ça. Le pire, c'est qu'en vrai, il y a un moment donné où on lui fait cette remarque qui arrive au début de son arc narratif, et on pourrait dire que c'est à peu près une sorte de point de contrôle, ou une sorte d'information importante, qu'on retrouvera à la fin du scénario, et voir si Abby a retenu quelque chose. Et pour moi, c'est là que Druckmann a raté un truc avec ce scénario. C'est qu'il aurait pu apporter un truc qui faisait vraiment lien avec ce qu'on fait depuis le début. Car pour moi, c'est pas tant le problème de jouer Abby, ça pouvait provoquer quelque chose d'intéressant. Mais c'est de savoir ce qu'il en fait qui me pose problème. Détaché de l'histoire principale, ça aurait pu être bon, mais remis dans le contexte, c'est inintéressant. À cause de l'énorme impact de l'élément déclencheur, et de la première moitié du jeu qui nous a plus fait nous mettre en colère vis-à-vis des Wolves que vraiment nous les faire apprécier, et arriver brutalement à une cassure, à un changement de point de vue, et nous forcer à apprécier des gens qu'on retient surtout d'être les complices dans la mort de Joel. Remis dans le contexte avec l'enchaînement des événements, l'arc d'Abby ne pouvait être que compromis. C'est pour ça que Druckmann avait intérêt à avoir un truc solide. Pour, même si ça n'aurait pas pour autant rendu le scénario génialissime, au moins qu'on puisse en tirer quelque chose d'utile pour l'histoire principale. Ne serait-ce que, par exemple, Abby réalise que le fait est qu'elle ait tué Joel ne lui a servi à rien, que sa vengeance ne l'a pas plus apaisée et en plus ça a foutu le bordel. Oui, parce que je rappelle qu'Abby, elle est autant responsable qu'Ellie dans les morts de ses amis, car par exemple, si elle avait finalement décidé de tuer Ellie qui avait assisté à la mort de Joel, peut-être qu'on n'en serait pas là. D'ailleurs, pourquoi au fait elle l'a laissé en vie, cette conne ? Elle pensait sincèrement qu'Ellie elle chercherait pas à la retrouver et à la buter ? T'as tué mes amis. On vous avait épargné. Et voilà le résultat. Ah bah oui, visiblement, elle pensait vraiment que ça allait être comme ça. Mais elle est conne ou ça se passe comment ? Et du coup, pour revenir à l'histoire, moi je m'attendais que Lucien mette vraiment en avant cette histoire de rédemption. Le fait est qu'Abby comprenne que sa vengeance ne lui a servi à rien et qu'elle cherche à s'en pardonner. Alors vous me direz que c'est effectivement le cas avec Lev, parce qu'en plus Naughty Dog l'a affirmé. Et effectivement, Lev est en quelque sorte la rédemption d'Abby. Mais le problème selon moi, c'est que ça marche pas des masses. Je vais être sincère, la rédemption d'Abby dans ce jeu, elle est superficielle de ouf. Déjà parce que comme j'ai cité tantôt, il n'y a aucun passage dans lequel Abby se rend compte que ça ne lui a servi à rien.
et que ça a même été plus négatif pour elle et son entourage que positif. Je sais qu'il y en a qui vont me parler du passage où elle retourne voir Yara et Lev, sauf que cette phrase-là n'a rien à voir avec Joël. Elle le dit parce qu'elle a une dette envers eux. Il leur a sauvé la vie, elle, ça la faisait chier de les laisser en plan comme ça face à 3 factions ennemies, les Wolves, les Séraphites et les Infectés, et qu'il y a comme Yara qui a un bras cassé. Surtout que 5 minutes avant, Abby a fait un cauchemar dans lequel elle retournait à la forêt où elle avait été capturée et vit le cadavre des 2 enfants qui l'ont sauvée. Donc, cette phrase, c'est parce qu'elle a une dette envers eux, et ça n'a absolument rien à voir avec la vengeance de début. Et là, je sais que vous allez me parler du geste de fin que fait Abby à la fin de son arc narratif dans le combat contre Ellie dans le théâtre. Ce combat qui est diabolique. Mais genre vraiment diabolique. J'ai même presque envie de dire diaboliquement génial. Pour vous remettre dans le contexte, la fin de l'arc d'Abby retranche avec la fin de l'arc d'Ellie, le moment où Abby arrive dans le théâtre et va pour affronter Ellie. Le combat a donc bel et bien lieu, sauf que, plot twist, vous ne contrôlez pas Ellie, vous continuez à contrôler Abby. Ce qui fait que vous allez devoir affronter Ellie. Et ce combat, putain de merde, qu'est-ce qu'il est déstabilisant. Je me rappelle même que la première fois que je l'ai fait, j'ai jeté la manette. Mais avec du recul, et sincèrement, et comme je l'ai dit tantôt, c'est diaboliquement génial en fait. Et à la fin de ce combat, après que Ellie ait bien été amochée par Abby et Abby s'en sort sans problème, Dina intervient pour sauver Ellie mais se fait vite maîtriser par Abby. Ellie alors fait signe à Abby de ne pas tuer Dina parce qu'elle est enceinte. Ce qui fait écho à Mel que Ellie a tué alors que celle-ci était enceinte mais Ellie n'était pas au courant. Parce que si elle le savait tantôt, évidemment qu'elle l'aurait pas suriné parce qu'elle a des limites quand même. Abby s'est dit que c'était la vengeance parfaite. Et au moment où Abby est à 2 doigts d'égorger Dina comme un goret, Lev intervient pour lui faire comprendre que non. Terminé, on arrête là. Qu'il en a beaucoup trop vu, qu'il en a marre de toute cette violence et qu'il veut s'en arrêter là. Abby du coup abdique et laisse tomber. Alors on pourrait me dire que c'est à ce moment-là que Abby elle a compris, c'est pour ça qu'elle essayait de ne pas égorger Dina, parce qu'elle a compris que ça ne lui servirait à rien, et c'est une preuve de sa rédemption. Ce à quoi j'ai envie de dire, on en parle de Jessie qu'elle a collé une balle dans la tête sans aucun problème, et dans le plus grand des calmes d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est fou pour un jeu qui met autant en avant la perte, bah mis à part la mort de Joël au début qui est vraiment marquante, les autres je t'avoue que tu oscilles entre le ah merde et puis le Osef, tellement que les personnages secondaires dans The Last of Us Partie 2 sont beaucoup plus effacés que dans le premier, et puis encore une fois c'est une preuve de rien en fait. Déjà parce que rien n'a préparé à la rédemption d'Abby, et surtout que s'il fallait vraiment montrer que Abby avait compris quelque chose et qu'elle voulait se répandre, et ben le truc que Druckmann aurait dû faire, c'est ne pas faire apparaître Lev à ce moment-là. Qu'Abby pète un câble parce que ses amis sont morts, et donc sur le moment veut les venger, ça me pose pas de problème. Mais pour qu'on ait le sentiment que Abby ait compris quelque chose, qu'elle ait retenu un truc de toute cette aventure, bah il aurait fallu que Abby, au moment d'égorger Dina, réalise d'un seul coup la portée de son geste, se rappelle tout le bordel qu'elle a eu jusqu'à maintenant, et s'abdique à la dernière minute. Parce que le problème avec l'intervention de Lev, c'est que c'est pas sûr, c'est pas clair. Tu sais pas si elle le fait parce qu'elle a vraiment compris un truc, ou parce que Lev veut l'empêcher de tuer quelqu'un, et comme Abby aime beaucoup Lev, elle veut pas le décevoir. Du coup, on sait pas. Et déjà, peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes en train de me dire que je suis complètement con et que j'ai rien compris. Et puisque vous voulez la jouer comme ça, très bien. Alors, je voulais pas le faire, mais visiblement, je vais devoir le faire. Je vais donc rapidement évoquer God of War 4, qui lui met également en avant une histoire de rédemption. Prenez Kratos au début du jeu. Il est très distant avec son fils, il ne lui parle que brièvement. Il lui cache qui il est et ce qu'il a fait. Couvre ses avant-bras de bandeaux pour pas qu'Atreus puisse remarquer la marque des chaînes des lames du chaos. Atreus ne connaît rien de lui finalement, parce que Kratos est hanté par ses erreurs du passé. Et prenez Kratos à la fin du jeu. Il se dévoile, il n'a plus peur, il est beaucoup plus proche de son fils. Il lui a révélé qui il était et d'où il venait, du moins en partie, et montre même au grand jour ses célèbres lames du chaos. Certes, Kratos reste fidèle à lui-même, mais il a compris quelque chose, il a retenu une leçon de tout ça. Abby, vous la prenez en début de jeu, une meuf méga vénère instable qui veut se venger, et vous la prenez à la fin de son arc narratif, méga vénère, instable et qui veut se venger. Elle n'a pas bougé d'un poil, c'est toujours la même, mais pile la même, la meuf qui a rien compris. Alors, je sais qu'on va me parler de l'acte 4, mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, là, en tant que tel, j'ai pas ce sentiment qu'Abby ait vraiment retenu quelque chose de toute cette aventure. Et encore une fois, pour les gens sceptiques, je tiens à dire que la rédemption, c'est quelque chose que l'on demande, c'est quelque chose que l'on veut. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça sur le coin du nez sans nous prévenir. C'est parce que la personne veut absolument être pardonnée. Et Abby, bah c'est pas le cas, en fait. Je sais qu'alors, certains d'entre vous, faut me dire, mais oui, mais c'est pas le but d'Abby de se pardonner pour ce qu'elle a fait, elle accepte ce qu'elle a fait, l'assume parce qu'elle insinue que c'est quelque chose de juste, et puis c'est tout. Ce à quoi je suis absolument d'accord avec vous. Mais dans ce cas-ci, pourquoi Naughty Dog nous explique que Lev est la rédemption d'Abby? Donc comment peut-elle vouloir une rédemption
si en parallèle elle accepte et assume ce qu'elle a fait, et considère même que c'est juste. Je percute pas le truc là en fait. Enfin bon, bref. Et là on va arriver du coup au dernier acte du jeu. Alors l'acte 4, je vais aller très vite dessus parce que je vous jure, c'est un festival en conneries. Déjà, on a Ellie qui, 1 an après les événements de Seattle, qui repart à l'aventure pour à nouveau venger la mort de Joel en tuant Abby. Elle tombe dans un piège de la faction ennemie locale. Elle se blesse gravement au bide, exactement comme Joel dans le premier. Sauf qu'à la différence de Joel qui a failli crever, elle, malgré avoir perdu 10 litres de sang, la tête en bas, elle te fait un marathon sans problème. Tout ce passage du jeu, c'est même plus un jeu de survie, ça vient d'une Uncharted parce que tu fusilles tout le monde. Même Ellie, de la façon comment elle est, il manque plus que le bandeau rouge sur la tête et c'est bon, c'est Rambo. Mais littéralement, puisqu'à ce moment-là, on a carrément un pistolet mitrailleur, quoi. Le jeu qui d'un seul coup oublie que c'est des humains qu'on contrôle, pas des machines. Ensuite, quand Ellie arrive enfin à retrouver la trace d'Abby, elle se rend compte que celle-ci, accompagnée de Lev, avait été capturée et ce depuis plusieurs semaines, voire peut-être quelques mois. On juge d'ailleurs l'apparence d'Abby où on sent qu'elle a énormément maigri et elle est complètement faible. Ellie décide donc de les libérer et, au début, les laisser s'enfuir. Avant que la blessure qu'elle a au bide lui rappelle ce que Joel elle a eu et donc par extension lui rappelle Joel, et veut donc engager un combat à mort contre Abby. Un combat d'ailleurs un peu ridicule, je dois quand même l'avouer, parce que j'ai l'impression de voir 2 nanas complètement torchées qui ressortent de boîte de nuit. Tout ça pour conclure sur Abby qui arrache 2 doigts à Ellie, qui est d'ailleurs humainement impossible, et Ellie qui finit par noyer Abby, avant finalement de la relâcher et la laisser partir. Abby, faible comme c'est pas permis, Lev quitte donc Santa Barbara et Ellie décide donc de retourner chez elle. Donc non seulement tout cet acte-là n'a servi à rien, mais en plus c'est un putain de doublon. La quête d'Ellie et sa conclusion est exactement la même que celle qu'on a fait en début de jeu. Donc littéralement pour un jeu qui a été appelé comme étant le meilleur scénario du monde, il y a un putain de doublon. Le jeu se répète 2 fois. Et attention, c'est pas le doublon mais qui aboutit sur une autre situation, non, ça aboutit sur exactement la même situation. Ellie qui combat Abby et qui perd son combat. Et tout ça dans un seul jeu. Et du coup, pour la scène finale du jeu, Ellie retourne chez elle mais se rend compte que Dina s'est barrée, parce qu'il était pour elle hors de question de revivre ça une nouvelle fois. Au moins il y en a une qui a compris avec Lev, et Ellie se retrouve toute seule en se remémorant le dernier flashback qu'elle a eu avec Joel, qui est donc quelques heures avant qu'il meure, et le jeu se termine sur un plan où Ellie s'en va toute seule, et qui du coup avec ses 2 doigts en moins, perd le dernier lien qu'elle avait avec Joel, à savoir la guitare. Et c'est fini. Pfff. Et ben bordel, cette conclusion est vraiment pas top, et même n'a aucun sens. Quelle était la morale à en tirer de tout ça? Parce que je sais que vous allez tous me dire que se venger c'est pas bien, qu'on va beaucoup plus y laisser nos plumes, et que ça va plus nous apporter du négatif que du positif. Et que c'est pour ça qu'Ellie se retrouve toute seule à la fin. Oui, sauf que, est-ce qu'on peut juste tout simplement revenir sur le parcours des 2 personnages? Je rappelle que Abby, en début de jeu, accomplit sa vengeance en tuant Joel. De par ça, Ellie entame elle-même sa propre quête de vengeance. Pendant tout son périple, Ellie va en prendre plein la gueule. Mais genre vraiment en prendre plein la gueule. Elle va douiller sévère. Tout ça pour finalement ne même pas accomplir sa quête, étant donné qu'Abby est toujours vivante, et laisser tomber et quand même se retrouver toute seule. Abby a accompli sa quête, a certes morflé, mais beaucoup moins morflé qu'Ellie, pour ne pas comprendre une seule seconde qu'elle n'aurait jamais dû faire ça, et que même à la fin, lorsqu'elle refuse d'affronter Ellie pour un ultime combat, ce n'est encore une fois pas une question de rédemption, mais parce que ça fait des semaines qu'Abby là mange du pain sec et boit de l'eau de mer, et qu'elle a atrocement maigri. Elle est fatiguée et épuisée. C'est pour ça qu'au début elle ne veut pas l'affronter, c'est juste parce qu'elle en peut plus. Mais ça n'a rien à voir parce qu'elle a compris un truc, et qu'elle a trouvé la rédemption. Tout ça pour que finalement c'est elle qui gagne encore un énième combat contre Ellie, et qui s'en sort en étant accompagnée d'une personne qu'elle chérit tant, à savoir Lev, pour aller retrouver une faction qu'elle connaît très bien, les Lucioles dont elle faisait anciennement partie. Ellie n'a pas accompli sa quête de vengeance, s'en est pris plein la gueule et se retrouve toute seule. Abby a accompli sa quête de vengeance, elle a morflé, beaucoup moins qu'Ellie, et elle finit avec de tout nouveaux amis. Alors certes, elle a quand même perdu ses potes, pour s'agir qu'elle a quand même morflé, mais ça reste beaucoup moindre par rapport à Ellie. C'est pour ça que dire que ce jeu est là pour dire qu'il ne faut pas se venger parce que ce n'est pas bien, c'est un peu con en fait. Sachant qu'en plus, Neil Druckmann avait révélé que la fin aurait dû être initialement beaucoup plus sombre, car Ellie devait réellement tuer Abby. Et à mon sens, il aurait dû le faire.
il aurait dû laisser cette fin-là. Non pas pour tout le mal que je pense d'Abby, je ne cherche même pas à justifier pour ce personnage, c'est plus pour la fin du jeu lui-même. Car là, la morale aurait fait sens, et même la fin qu'aurait réservée Ellie en se retrouvant toute seule aurait été beaucoup plus impactante. Abby aurait payé à ce qu'elle a fait à Joel en étant tuée, et Ellie, elle, aurait payé en se retrouvant toute seule. Le truc qu'elle avait le plus peur dans le premier, se retrouver toute seule. Et là, du coup, la morale fait sens. Parce que tout le monde paye à la fin. Et ainsi, la fin aurait été grisante, parce que même si le joueur aurait quand même gagné quelque chose, il aurait en parallèle perdu un truc. Comme à la fin du premier. À la fin du 1, le joueur échoue dans ce qu'il était censé faire, mais gagne quand même quelque chose, à l'image de Joel qui gagne une nouvelle fille, tout comme Ellie gagne un père. Et bien ici, il aurait pu avoir la même chose, Ellie qui a enfin réussi à venger la mort de Joel, mais qui paye en se retrouvant toute seule. Et honnêtement, même si cette fin-là fait beaucoup plus mal, c'est ce que j'aurais préféré voir. Parce qu'avec la fin que nous avons actuellement, on a cette sensation que rien n'est gagné, que tout est perdu en fait. Absolument rien n'a été accompli. Alors après oui, on pourrait dire que si, il y a Abby qui est vivante, bah oui, pas le choix, vu qu'on va sans doute la contrôler à nouveau pour le 3e épisode, et vu qu'à la fin du 2e, il reste plus grand monde, et puis du coup, pourront finir une bonne fois pour toutes avec l'histoire, le jeu se conclut sur un des derniers flashbacks qu'a eu Ellie avec Joel, dans lequel Ellie lui avoue qu'elle n'arrive pas à le pardonner de ce qu'il a fait à Salt Lake, ce à quoi Joel lui fait comprendre que si c'était à refaire, il le referait. Ellie lui explique donc aussi que Joel lui a retiré sa raison de vivre, qu'elle allait accomplir quelque chose, qu'elle allait réussir à faire un truc et que Joel lui a complètement retiré cela. Et c'est sur ce dernier point qu'on va revenir sur le flashback précédent, vous savez, au moment où Joel lui révèle la vérité. Sur ce fameux 3e point que je vous expliquais. Pour moi, est la raison numéro 1 pourquoi la réaction d'Ellie est un peu exagérée. Ellie lui explique au calme, comme ça, que Joel lui a retiré sa raison d'exister, sa raison d'être. Le fait est qu'elle aurait pu apporter quelque chose qui aurait pu sauver le monde. Oui, ok, d'accord. Mais Ellie n'a jamais signé pour crever. Car je rappelle que justement créer ce vaccin l'aurait tué. Et le pire c'est que Joel le lui dit pourtant. Mais Ellie n'a pas l'air de plus le percuter que ça. Je rappelle, pour les gens qui dorment au fond, que c'est seulement une fois que Ellie et Joel sont arrivés à Salt Lake que le père d'Abby, donc le chef médecin, a pu diagnostiquer Ellie et se rendre compte que la bactérie est dans son cerveau, et qu'il faudra donc tuer la gamine pour pouvoir créer un vaccin. C'est littéralement 2 minutes avant que Joel reprenne connaissance que tout le monde est mis au courant. Donc ça veut dire que bien avant d'arriver à ce point-là, ni Joel ni Ellie n'étaient au courant de tout cela. On savait qu'Ellie était immunisée contre le cordyceps car elle a été mordue par un infecté et elle n'a pas muté. Par déduction, ça veut dire qu'elle possède un anticorps pouvant créer un vaccin. Mais personne se doutait qu'il fallait en fait carrément lui arracher un morceau de cerveau. Donc, qu'elle réagisse mal en découvrant la vérité, soit, c'est cohérent. Mais au point d'en faire une crise d'asthme et de lui en vouloir à mort parce qu'il lui a retiré sa raison de vivre, ironique hein, d'ailleurs, je trouve ça quand même énormément exagéré, surtout forcé. Car encore une fois, Ellie n'a jamais signé pour crever. Et encore une fois, c'est seulement à ce moment-là du jeu qu'elle est mise au courant. Et comme je me doute qu'il y a des crétins qui vont balancer qu'Ellie était au courant depuis le début qu'elle allait mourir, expliquez-moi du coup pourquoi nous, ou même Joel, s'attacherait à une gamine qui de toute façon n'a qu'une envie, c'est de crever. Ça n'a aucun sens. Et puis de toute façon, c'est pas comme ça que le jeu nous est raconté. Donc la réaction, je la trouve vraiment exagérée. Et je m'arrête là. Ah, pas mécontent que ce soit terminé, hein, honnêtement. Donc voilà à peu près la conclusion de The Last of Us Partie 2. Pas mauvais, parce qu'il apporte quand même de bons points. Graphiquement parlant, le jeu est vraiment une pépite et on sent le souci du détail. Les personnages sont vraiment très bien modélisés et extrêmement jolis. Le jeu a vraiment une ambiance de dingue et des décors magnifiques. Le QG des Wolves, par exemple, est vraiment somptueux. Additionnez tout ça à des musiques d'ambiance qui font parfaitement le café et à des comédiens de doublage aussi bien en VO qu'en VF absolument géniaux. Mention spéciale aux comédiennes qui doivent s'occuper de Ellie et Abby, parce que ça doit être vraiment un exercice éprouvant. Et finalement une très bonne durée de vie. Malheureusement, comme on l'a vu tantôt, Druckmann a apporté pas mal de mauvaises idées, c'est beaucoup emmêler les pinceaux, et ça se ressent dans le jeu en fait. Des passages mal préparés, des personnages secondaires complètement effacés, des situations grossières et full forcées, et quelques passages du jeu complètement laborieux. Alors par contre, j'ai failli oublier, mais le jeu apporte des idées progressistes qui sont à mon sens vraiment le bienvenu. Entre Ellie qui est lesbienne, Dina qui est bisexuelle, Lev qui est transgenre puisque c'est une fille à la base, et le travail qui a été fait sur eux est vraiment bien amené je trouve. Disons que c'est pas le progressisme Hollywood où c'est qu'on les met en avant en mode « vous avez vu, on est progressiste hein !» Dans l'ensemble, il y a vraiment énormément de choses que Druckmann aurait dû s'abstenir. Parce qu'en plus de l'histoire principale qui a énervé des gens, à mon sens, il y a la fameuse campagne marketing orchestrée par Druckmann qui en a beaucoup rajouté une couche.
te faire croire quelque chose de cool qui n'est finalement pas dans le jeu, ça attise la haine et la colère. Et très honnêtement, on est à la limite de publicité mensongère, hein. Naughty Dog pourrait se retrouver devant un juge pour ça. Mais également le crunch méga intensif que Druckmann a imposé à son équipe, au point même que, selon les dires de certains, des employés de chez Naughty Dog sont carrément partis à l'hôpital pour burn-out intensif, tellement que Druckmann prenait ses équipes pour des machines et donc des êtres humains, ce qui est vraiment inacceptable. Aussi bien pour Last of Us Part 2 que pour n'importe quel autre jeu vidéo du monde. Et d'ailleurs, en parlant d'un truc inacceptable, il y a quelque chose que j'ai remarqué sur The Last of Us Part 2, je m'en suis seulement rendu compte bien plus tard en fait. Et avant qu'on m'allume pour ce que je vais dire, je vais juste citer un truc. Star Wars 4, Star Wars 7. Voilà. Vous êtes prévenus. Parce que lorsque je me faisais le résumé de l'histoire de The Last of Us Part 2, il y a quelque chose que j'ai remarqué, et qui ne m'a franchement pas fait plaisir. Mais avant ça, on va rapidement évoquer le premier. Nous suivons un personnage qui va devoir amener un autre personnage possédant quelque chose d'unique à un groupe de personnes qui pourraient soigner notre personnage unique. Les deux protagonistes vont faire un road trip à travers le monde jusqu'à tomber sur ces gens-là, avant d'avoir une nouvelle information qui nous fait changer le point de vue de la situation, et qui du coup, après un affrontement, le personnage unique conserve sa particularité, et lui et son ami rentrent chez eux. Bon, je sais que c'est un peu le bordel dit comme ça, mais c'est pour montrer que le premier The Last of Us a été inspiré par le premier Jak and Daxter. Quand on prend le temps de bien regarder, l'histoire est la même, on voit l'inspiration. Maintenant, passons au deuxième épisode. Nous sommes des années après le précédent opus, un événement va marquer le personnage principal, qui va se lancer dans une quête de vengeance, au sein d'une grande ville qu'il ne connaît pas, gouvernée par une faction ennemie militaire locale qui est en paix temporaire avec une autre faction ennemie type tribu reclus sur une île, mais prépare une guerre secrètement. Notre personnage veut trouver un des membres de la faction ennemie militaire pour le tuer, responsable de ce qui lui est arrivé, mais finalement ne le fera pas. Non, vous rêvez pas. C'est exactement la même histoire. Bon, un peu différemment parce que Jak 2 a une autre intrigue, et cette intrigue est tellement importante que ça nous fait complètement dévier de l'histoire de vengeance principale, du coup ce qui fait qu'à la fin du jeu, on a ce sentiment que quelque chose est gagné, mais juste avec ce que je vous ai raconté là, Druckmann il s'est pas fait chier. Et quand on sait qu'à la base du premier The Last of Us, ça aurait dû être un reboot ou le 4ème épisode des Jak and Daxter, difficile de parler de hasard en fait. Surtout qu'encore une fois, quand on sait que Jak and Daxter, c'est Naughty Dog qui l'a fait. Et que Neil Druckmann a travaillé à partir du 3ème épisode. Donc il connaît la licence. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on attribue à Last of Us Part 2 en disant que c'est le meilleur jeu du monde, tout ça, pour moi il ne mérite clairement pas ce titre. Pour ce que le jeu propose, et aussi ce que Druckmann a fait. Parce que même si pour le scénario ça reste à confirmer, le crunch par contre il est vrai. Donc voilà un jeu qui a eu un développement absolument chaotique, pour un résultat en demi-teinte, malgré l'énorme estime que lui vaut une moitié du public. Et donc pour répondre à la question que j'avais mis en début de vidéo, est-ce que The Last of Us Part 2 est un jeu parfait, ou est-ce que c'est une sombre merde? Eh bien ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas le jeu parfait que tout le monde évoque, mais ce n'est pas non plus une sombre merde. Le jeu reste quand même bien sur certains aspects, et mérite de s'y essayer au moins une fois. Et je tiens quand même à expliquer, je n'en veux pas aux gens qui ont aimé le jeu. Je ne vous en veux pas de l'aimer, tout comme je n'en veux pas aux gens qui ont foncièrement détesté le jeu. Chacun son avis, encore une fois. Je tenais juste à y apporter le mien et à apporter aussi quelques éléments de réponse. Et de dire plus concrètement ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu dans ce jeu-là. Et des éléments que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont l'air d'ignorer. Alors évidemment, j'ai pas tout évoqué, il y a pas mal de points que j'ai éclipsés, parce que j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur le principal, et puis de toute façon la vidéo elle est déjà beaucoup trop longue, donc je vais pas m'accorder 1 heure supplémentaire pour expliquer vraiment en détail ce qui va pas. Donc voilà, j'en ai fini avec The Last of Us Part 2. Et voilà. C'est peu après justement que j'en ai fini avec ce jeu, que j'ai fait un petit constat. Ok, j'ai fait ma petite critique à moi, j'ai donné mon propre avis sur le jeu, essayé de quand même un minimum expliquer, mais finalement, à quoi bon en fait? Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je me trimballe cette série de vidéos qui n'intéresse pas grand monde honnêtement. Ça n'a jamais vraiment décollé et ça n'a jamais touché le succès que je voulais. Je ne m'attendais pas non plus à avoir des millions de vues, faut pas déconner. Mais au moins qu'une petite poignée de personnes puissent voir ce que je fais. Puis bah du coup, finalement non. Je sais que ça fait un petit peu écho à ma vidéo sur le grand secret de Ratchet & Clank, que je regrette beaucoup parce que j'étais beaucoup sur le passif agressif. En ce moment, non.
je me sens beaucoup plus calme et surtout que j'ai vraiment réalisé quelque chose. Les vidéos où je parle de jeux vidéo comme ça avec de grandes critiques, des scénarios, des montages et tout, ça ne m'intéresse plus. Je n'arrive plus à avoir cette essence et cette motivation de pouvoir continuer une vidéo tout seul en fait. Mais pourquoi je pense vraiment tout cela? Eh bien laissez-moi vous expliquer. Depuis mars 2022, en compagnie de ma chérie, nous avons ouvert une chaîne commune. Une chaîne qui parle exceptionnellement de dessin. On y travaille à deux les scénarios, on y travaille également à deux les tournages et même le montage on le fait à deux. Et très honnêtement, je m'y plais beaucoup plus. Déjà parce que je ne suis plus tout seul à la barre, je suis maintenant accompagné, et que ça me motive. Je m'amuse beaucoup plus à faire des vidéos en étant accompagné qu'en étant tout seul en fait. Et quand je dis vidéo, j'entends des grosses vidéos comme ça. Donc je ne sais pas si j'arrête vraiment mon œil de geek ou pas. Peut-être que dans un futur proche, je ferai de nouvelles vidéos mon œil de geek. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que je pense qu'il est grand temps pour moi de m'en arrêter là.